Alors, donc, le sujet que je vais présenter, c'est un sujet qui est en fait le résultat d'une thèse que j'ai présentée l'année dernière à Paris-Sorbonne. Et que donc aujourd'hui, le sujet, c'est au-delà des discours à RSE, un nouvel indice composite pour évaluer la performance environnementale des grandes entreprises. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est que quand on regarde en fait, ce qui a été effectué par de nombreuses agences de notation comme A74, IRIS, MSCI, etc., nous avons constaté que les approches n'étaient pas unifiées. Il y avait beaucoup d'incohérences, comme l'ont souligné un certain nombre d'auteurs que je cite ici en bleu. Par ailleurs, les mesures qui ont été utilisées sont souvent biaisées puisqu'il s'agit essentiellement de sondages. Et enfin, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de critères clairs pour la mesure de la performance environnementale des entreprises. Donc, mon objectif était donc d'améliorer ces indicateurs, de pouvoir aussi mesurer les résultats accomplis par les entreprises au fil des années, et enfin, de fournir des recommandations en matière de gestion. Donc, la raison pour laquelle donc, la thèse a été théorique et puis en même temps pratique, c'est que moi-même, en fait, j'ai fait des études à Paris-Sorbonne. Ensuite, j'ai travaillé pendant 35 ans dans les entreprises internationales. Et après, maintenant, à la fin de ma carrière, donc, je suis revenu vers l'enseignement et c'est là que j'ai présenté ma thèse. Donc, j'ai voulu combiner la théorie et la pratique. La méthodologie que j'ai utilisée, donc sur le plan épistémologique, c'est du post-positivisme et du pragmatisme, donc le mélange entre la théorie et la pratique. Donc je voulais faire des observations rigoureuses basées sur des données quantitatives. Et ensuite, sur le plan pragmatique, c'est de construire un modèle de taxonomie qui permet en fait de classer les entreprises en fonction des résultats obtenus lors de mon étude. Et enfin, de fournir des recommandations managériales. C'était ça l'objectif final. Donc, les quatre sous-dimensions que j'ai intégrées, c'est le carbone, les émissions de carbone, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la gestion des déchets. Pour l'énergie, j'ai pris aussi en compte la consommation d'énergie renouvelable. Et pour faire cela, donc, j'ai aligné mes objectifs par rapport donc, aux objectifs du Global Reporting Initiative, des ODD de l'ONU et la taxonomie européenne. Sachant que les entreprises que j'ai choisies ensuite pour appliquer ma formule, c'était les entreprises du CAC 40 que j'ai divisées en quatre sous-secteurs que vous voyez ici. La raison étant la suivante, c'est qu'on ne peut pas comparer une industrie de l'industrie lourde par rapport à une entreprise des services comme une banque, par exemple, parce que les émissions de carbone, bah, c'est pas pareil. Donc, j'ai voulu donc, diviser donc, les 40 entreprises du CAC 40 en quatre sous-secteurs. Donc, pour faire cette étude, donc, j'ai dû utiliser des données provenant d'une société Refinitiv qui fait partie du London Stock Exchange Group, qui est très connu, et un petit peu l'équivalent de Bloomberg. Donc, avec ces données, donc, j'ai pu mesurer la performance environnementale des entreprises. La raison pour laquelle j'ai choisi le London Stock Exchange, c'est que elle couvre plus de 12 000 entreprises dans le monde. La précision de données est vraiment plutôt fiable. Ils utilisent un cadre rigoureux. Il y a une validation des données, il y a des contrôles qui sont effectués avant que ces données soient fournies. Et c'est aussi pour cela que c'est extrêmement cher d'avoir accès à ces données. Il faut payer pour les avoir. Et enfin, donc la troisième raison pourquoi j'ai utilisé des données du LSE, c'est parce que d'autres chercheurs avant moi, d'autres institutions, ont également utilisé Refinitiv LSE pour faire ce type d'études. Alors, en ce qui concerne le carbone, donc les émissions de carbone, j'ai couvert les trois champs d'application, le scope 1, 2 et 3. Généralement, enfin, la plupart des études auparavant avaient utilisé le scope 1 et 2, mais très peu couvraient le scope 3 parce que probablement les données n'existaient pas à l'époque. Maintenant que les données commencent à arriver, donc moi, j'ai pris en compte les données du scope 3. En gros, scope 1, c'est les émissions directes, et le scope 2, c'est les émissions indirectes, c'est quelques émissions indirectes, alors que le scope 3 prenne en compte tout ce qui est en amont et en aval. Par exemple, quand une entreprise produit, cette entreprise doit acheter des matières premières, mais pour fabriquer ces matières premières, il a fallu dépenser de l'énergie. De même, en aval, les produits qui sont consommés génèrent des déchets, etc. C'est pour ça donc, que j'ai pris en compte le scope 3 dans mon étude. Alors, la formule que j'ai utilisée pour cela, qui a été inspiré de Amartya Sen, qui a utilisé une formule un petit peu similaire pour la construction de l'IDH, l'indice de développement humain. Donc là, si vous prenez le cas du carbone,
Donc, pour chaque scope, qu'est-ce que je fais? Je prends l'indice carbone, c'est égal à la valeur. Je vais donner un exemple. Si je prends, disons, Total Energy, qui est une des entreprises du CAC 40, si je prends l'indice carbone de Total Energy, je prends donc les émissions de carbone de Total Energy, moins les émissions de carbone de l'entreprise du même secteur qui émet le moins, divisé par l'entreprise qui émet le maximum, moins l'entreprise qui émet le minimum. Avec cela, j'ai un résultat compris entre 0 et 1, mais comme le résultat que j'obtenais donnait la meilleure entreprise avait 0 et la moins bonne entreprise avait 1, j'ai voulu inverser cela. C'est pour ça que vous voyez 1 moins pour que ça change, de sorte que l'entreprise qui réussit mieux dans le domaine environnemental obtient la note de 1, la moins bonne 0, et les autres, c'est entre 0 et 1. Voilà en gros comment j'ai fait mes calculs. Donc ça, c'est pour le carbone. Donc je n'ai pas expliqué la même chose pour les autres parce que c'est exactement le même modèle, enfin, le même type d'équation mathématique que j'ai utilisé pour l'énergie, pour l'eau et pour les déchets. Et ensuite, quand j'ai obtenu donc les indices pour les 4 sous-dimensions, j'ai voulu faire un indice global. Et donc, j'ai fait une moyenne des 4 indices obtenus et j'ai divisé par 4. Alors là, la pondération, ça peut se discuter, hein, parce que après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres simulations en augmentant la pondération pour le carbone et diminuant pour les autres, etc. J'ai fait 3 ou 4 pondérations, mais j'arrivais pratiquement toujours aux mêmes conclusions, ce qui signifie que je pouvais faire confiance à cette pondération-là, pondération de 25% pour chaque sous-dimension. Vous allez constater que je n'ai pas pris en compte la biodiversité, tout simplement parce que je ne peux pas mesurer la biodiversité, sachant qu'aucune entreprise ne peut dire voilà, combien d'animaux qui ont disparu à cause de notre entreprise, ou combien d'insectes ont disparu, on ne peut pas le faire. Mais cependant, quand on mesure donc, les émissions de carbone ou les déchets, etc., ça a bien un impact sur la diversité. Donc, indirectement, en faisant la mesure de carbone, énergie, eau et déchets, je mesure indirectement aussi l'impact sur la biodiversité. Donc, cette étude permet en fait de faire des comparaisons relatives entre différentes entreprises, de faire un suivi dynamique dans le temps. Donc, ce n'est pas uniquement transversal, mais aussi longitudinal, et j'ai pris en compte les 3 scopes. Voilà les principaux résultats ici. Donc là, je mets en évidence donc, sous forme de graphique les 4 secteurs parce que j'ai divisé donc, mes entreprises en 4 sous-secteurs. Donc voilà, je vois pour l'industrie lourde comment ça évolue pendant la période 2016 à 2020, période durant laquelle j'ai fait cette étude. Pareil pour l'industrie légère à droite et en bas à gauche, vous avez l'industrie du détail et de la distribution. Et enfin, en bas à droite, les services. Ensuite, donc, là, on a les résultats pour chacune des entreprises. Donc là, il s'agit uniquement de l'industrie lourde ici. Donc, on voit les résultats, qui est premier, etc. Ensuite, j'ai voulu savoir non seulement qui était premier ou deuxième, mais quelle était la distance entre les unes et les autres. Parce qu'on peut avoir 2 entreprises qui sont, par exemple, première et deuxième, mais qui sont probablement très, très proches. Ou à l'inverse, ça peut être très, très éloigné. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu fournir ces résultats-là. Et ensuite, finalement, j'ai fait pour chaque année, là, je vous présente pour l'année 2020, qui était la dernière année que j'avais étudiée, donc les 4 indices sous forme de toile d'araignée, le spider web, un peu inspiré du carré magique de Nicolas Caldor. Vous voyez là, donc, quand vous êtes bon sur les 4 dimensions, vous êtes donc allé aux 4 extrémités. Si vous êtes mauvais sur les 4 dimensions, vous êtes au niveau du centre. Et puis, bien évidemment, une entreprise n'est pas forcément performante partout. On peut être performant sur deux variables, sur 2 critères et pas performant d'ailleurs. Donc, on peut voir là, instantanément sur un seul graphique, sur cette toile d'araignée, donc comment les entreprises performent. Et là, j'ai présenté la même chose sous forme d'histogramme, toujours pour l'industrie lourde, ici. Là, c'est peut-être plus facile à comprendre. Et là, j'ai donné en fait donc les résultats obtenus en termes d'indices avec l'équation mathématique que je vous ai présentée plus tôt pour les entreprises du secteur de l'industrie lourde. Les étoiles que vous avez à gauche, là, après chaque entreprise, disent si ces entreprises ont été certifiées ISO 14000 ou pas. Ici, vous voyez qu'elles ont toutes été certifiées, mais vous allez voir après que pour les autres entreprises des autres secteurs, il y a certaines entreprises qui ne sont pas certifiées ISO 14000. Et pourquoi j'ai fait cela? C'était juste pour dire que quelquefois, vous avez des entreprises qui obtiennent de très bons résultats et qui ne sont pas forcément certifiées ISO 14000,
alors que d'autres, ayant obtenu la certification ISO 14000, obtiennent des résultats qui sont médiocres. Donc, il n'y a pas forcément une corrélation entre les deux. Là, j'ai pris un exemple d'une entreprise, Sanofi, qui a eu de bons résultats. Donc, pour montrer un petit peu sur un graphique comment cette entreprise, enfin, pour présenter donc, les résultats de cette entreprise par rapport aux quatre sous-dimensions que j'ai citées tout à l'heure. Et voilà les principaux résultats que j'ai obtenus. Je ne vais pas les commenter tous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ici, donc, je présente donc, les résultats obtenus sur 5 ans. Donc vous voyez que pour l'industrie lourde, par exemple, on peut avoir une baisse des émissions de carbone et de la consommation d'eau. Mais en parallèle, il y a une augmentation de la consommation d'énergie ou des déchets. Et j'ai fait pareil pour les trois autres secteurs. Et là, et après, comme je vous ai dit, j'ai créé une taxonomie qui permet en fait de classer les entreprises en entreprises, donc les leaders, les retardataires, ceux qui ne fournissent pas suffisamment d'informations, etc. Et dans les industries lourdes, ben, les entreprises qui ont mieux réussi sur le plan environnemental, c'est Airbus, Sanofi, Safran. Dans l'industrie légère, c'est Alstom et L'Oréal. Dans la vente de détail, c'est Kering, LVMH. Et dans le secteur des services, AXA et Société Générale. Et toujours à partir des résultats que j'ai obtenus à partir de ma recherche, les retardataires, donc sont Veolia Environnement, ST Microelectronics, Danone, qui est parmi les pires, hein, c'est peu mauvais élèves du CAC 40, Unibail Rodamco. Ensuite, voilà ma conclusion. Donc, avec cela, j'ai pu construire donc, ce tableau synoptique, cette taxonomie. Avec à droite, vous avez des recommandations qui sont ciblées en fonction de la catégorie dans laquelle se trouvent ces entreprises. Donc, Airbus, Alstom, Kering, AXA, c'est pas parce qu'elles sont leaders qu'il faut s'arrêter là. Il y a toujours des améliorations à faire parce qu'il faut courir énormément, ne serait-ce que pour rester en place dans ce domaine-là. Donc, même si elles sont les meilleures entreprises, donc les plus performantes dans le domaine environnemental, donc je l'ai dit, je fournis ici quelques recommandations managériales. Ensuite, pour les retardataires également, donc vous avez donc, j'ai cité ArcelorMittal, ST Micro, Danone et Unibail. Donc, pour ces entreprises, à droite, je fournis un certain nombre de recommandations. Et après, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont non déclarantes. Quand je dis non déclarantes, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas fourni toutes les informations. Il y a des informations partielles, notamment dans les premières années. Parce que moi, l'étude a commencé en 2016, donc jusqu'en 2020. J'avais constaté qu'en 2016, il y avait peu d'informations de la part de ces entreprises-là, mais au fil des années, ben, on avait davantage d'informations. Ce qui veut dire que si on devait refaire la même étude pour la période 2021 à 2025, on aurait davantage d'informations. Mais là, j'indique les entreprises qui n'ont pas fourni ces informations-là. Donc là aussi, j'ai fourni quelques recommandations. Comment ces entreprises peuvent développer donc, ces pratiques de développement durable tout au long de la chaîne de valeur, comment ils doivent faire des audits pour pouvoir recueillir les informations nécessaires et faire le reporting auprès des grandes organisations. Et là, j'ai indiqué aussi des entreprises qui sont hétérogènes, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, comme Carrefour, Crédit Agricole, etc., qui réussissent très bien dans un certain nombre de domaines, mais pas dans d'autres domaines. Et donc là, c'est hétérogène. Et là aussi, donc, j'ai fourni à droite quelques recommandations. Alors, il y a trois contributions que j'ai voulu faire dans cette étude. D'une part, une contribution théorique. Donc, mon étude a été fondée donc, sur l'approche de l'IDH de Amartya Sen, prix Nobel d'économie, donc d'une part. Et après, j'ai appuyé mes théories sur d'autres théories comme la resource-based view, institutional theory, stakeholder theory, les théories de Porter, etc., de Kramer, que je ne mentionne pas tous ici, qui expliquent les raisons pour lesquelles les entreprises doivent s'engager sur l'environnement. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai là, j'ai encore. Oui. Alors, donc, on sait tous qu'en 1970, Milton Friedman avait dit que les entreprises ne devaient pas se consacrer à l'environnement ou le social. Leur but, c'était de maximiser le profit. Mais depuis 1970 jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de recherches qui ont été effectuées par des économistes, des recherches, des publications économétriques. Et moi, au début, avant de faire cette étude, j'ai fait une méta-analyse. J'ai pris 146 articles qui ont été publiés de 1997 à 2020. Et à la fin, je suis arrivé à la conclusion avec cette méta-analyse que les entreprises qui investissent dans l'environnement sont précisément celles qui réussissent le mieux
sur la performance, dans le domaine de la performance financière. Autrement dit, qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de paradoxe entre les deux. On peut investir dans l'environnement, mais cela ne remet pas en cause les résultats financiers. Et il y a des explications à cela. Donc, ces explications, on pourra en reparler après si on a le temps. Donc, cette approche, en fait, est complète et permet de faire des comparaisons entre les entreprises de manière transversale et de manière longitudinale. Sur le plan méthodologique, cette approche peut être considérée comme innovante pour une évaluation solide. D'abord, j'ai pris des données fiables, donc ce n'était pas des sondages, mais des données quantitatives en provenance de Refinitiv du London Stock Exchange Group. Les données ont été normalisées puisqu'on ne peut pas comparer, par exemple, une entreprise qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par rapport à une entreprise qui fait 1 milliard en termes d'émissions. Forcément, une entreprise qui fait 10 milliards va émettre davantage de carbone, par exemple, davantage de déchets. Donc, j'ai normalisé en divisant les données, donc, par exemple, divisant les émissions par le chiffre d'affaires, afin de faire des comparaisons comparables. Après, je me suis aligné par rapport aux objectifs clés qui ont été définis par le Global Reporting Initiative, par les organisations de l'ONU, les objectifs de développement durable. Et tout le monde est d'accord sur le fait que c'est les 4 critères, carbone, énergie, eau et déchets, sont les principaux critères, les principales variables à prendre en compte. J'ai fait une analyse sectorielle précise en prenant en compte les spécificités de chaque industrie. Je n'ai pas mélangé les banques avec ArcelorMittal, c'est bien séparé. Et ensuite, j'ai fait une taxonomie structurée permettant de classer les entreprises en leaders, retardataires, non déclarants, etc. Et cette méthodologie est évolutive puisqu'on peut l'adapter à d'autres entreprises, par exemple l'Eurostock 50 ou le Nasdaq. Moi, j'ai voulu donc l'appliquer aux entreprises du CAC 40, mais la même méthodologie peut être appliquée à d'autres entreprises, même les entreprises de taille intermédiaire. Sur le plan managérial, donc je vous ai dit que je voulais combiner la théorie et la pratique. La théorie, c'est bien, mais la pratique également. Donc là, ça permet de fournir des informations objectives qui sont basées sur des indices standardisés à partir de données fiables. Et ensuite, fournir une taxonomie claire qui permet de classer les entreprises en leader, retardataire, etc. Et enfin, fournir des recommandations personnalisées. Par conséquent, donc j'ai réussi, donc ce que j'ai tenté de faire, à harmoniser les pratiques des objectifs mondiaux de durabilité avec les ODD, la taxonomie de l'Union européenne et le Climate Bond Initiative. Donc, j'ai fait une évaluation quantitative en prenant en compte les dimensions clés avec cette méthodologie inspirée de l'approche de Sen qui permet de faire un suivi transversal et longitudinal. J'ai classé les entreprises en catégories et enfin, j'ai fait des mesures. Il y a bien évidemment des limites de cette étude, bien que j'ai dit que les données de Refinitiv du London Stock Exchange Group étaient fiables, mais quelquefois, les données sont incomplètes, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons totales, hein. Donc, quelquefois, il y a ce manque de données, mais comme je vous l'ai dit auparavant, au fur et à mesure que les années passent, on arrive à trouver davantage de données. Donc, je disais, si l'étude devait être effectuée à nouveau maintenant, on constaterait qu'il y a davantage de données maintenant par rapport à ce que moi j'ai connu auparavant. Donc, ensuite, j'ai dit que cette étude peut être étendue à d'autres entreprises. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir si on peut, ce qu'il faut faire pour renforcer la transparence des données. Je n'ai pas de souci par rapport à cela en Europe et en France, puisqu'il y a des organisations, il y a des règles, des réglementations, il y a des législations comme la CSRD qui vont permettre d'améliorer le reporting. D'ailleurs, toutes les entreprises d'une certaine taille, au-delà d'un certain nombre de chiffres d'affaires ou d'employés, doivent obligatoirement faire du reporting de la performance environnementale. Par conséquent, cela permettra de mieux les analyser. Donc, parce que si ces entreprises ne fournissent pas ces informations, il y a des pénalités qui sont appliquées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt donc à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ananda, pour cette restitution d'un travail extrêmement ambitieux et qui me semble répondre à beaucoup de points d'interrogation que nous avions dans la littérature et dans le reporting sur les entreprises en général. Bon, là, vous vous êtes adressé aux entreprises du CAC 40,
Mais je pense que la méthodologie que vous avez développée, une méthodologie qui va bien plus loin que simplement les entreprises du CAC 40 et qui pourrait être reproduite, dupliquée, adaptée à d'autres formes d'entreprises, également à d'autres indicateurs. Donc, c'est un travail extrêmement ambitieux. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Vous avez mis en évidence quelques limites, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, des limites. Je pense que les limites que vous avez rencontrées sont les limites de l'état de la connaissance à un moment donné, l'état de la réglementation et l'état des pratiques. Alors, je vois qu'il y a déjà une question dans le chat de Com Ségrétin. Comme si vous êtes en ligne, le plus simple, c'est que vous ouvriez votre micro et que vous vous adressiez directement à Ananda, si vous voulez bien, ou si vous ne pouvez pas, on lira Oui, votre question. bonjour. Bonjour Bonjour. Amanda, bonjour à tous. Oui, je l'ai mise dans le chat parce que je voulais pas vous couper. Je savais pas s'il y aurait du temps pour les questions. Il n'y a pas de souci. Bon, c'était une remarque. Donc merci pour votre présentation et j'essaierai de regarder plus votre travail. Je me demandais si pour vous, le fait que les émissions du scope 3 n'étaient pas additives, c'est-à-dire qu'on va compter deux fois, par exemple, les émissions de la mine. On va les compter dans la mine et dans la sidérurgie qui consomme les produits fabriqués par la mine. Et donc, au total, les émissions globales sont supérieures la somme des émissions individuelles. Est-ce que c'est quand même pas un problème pour vous? Ben, après, vous avez fait avec ce qui est disponible, bien sûr, hein, mais est-ce que vous pensez que l'idéal, ce serait pas un poids carbone ajouté par chacun? et pas, euh, et pas les émissions, le total des émissions aval et amont de chacun. Oui, c'est vrai que c'est une question qui est pertinente. Mais d'abord, il faut déjà comprendre que quand on parle de scope 3, le scope 3 intègre scope 1 et scope 2, hein, déjà. Donc, moi, j'ai fait une analyse pour scope 1, pour scope 2, pour scope 3, et après, j'ai fait donc l'ensemble. Donc, le scope 3 intègre scope 2 et scope 2 intègre scope 1. Alors, est-ce qu'il y a donc, de vous dire, des redondances, le fait qu'on rajoute la même chose, mais quand je prends les entreprises du CAC 40, donc les grandes entreprises. Donc, il ne peut pas y avoir de doublon même, parce que là, je ne compare pas ces entreprises à d'autres entreprises qui, elles, ont fabriqué les matières premières. Donc, si je prends une entreprise en question, forcément, donc aujourd'hui, de toute façon, la plupart des recherches considèrent qu'une entreprise est responsable de l'ensemble du supply chain. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la plupart des entreprises aujourd'hui ils travaillent avec leurs fournisseurs pour faire en sorte que leurs fournisseurs réduisent leurs émissions également. Parce que tous les chercheurs disent aujourd'hui qu'une entreprise est responsable de l'ensemble de la chaîne de production. Donc, après, il peut aussi y avoir, c'est pour cela que, d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui maintenant cherchent à se délocaliser, permettant également de réduire leurs émissions de carbone à partir du moment où on ne prend pas en compte la partie donc, qui est délocalisée. Donc, l'avantage de cette méthode-là donc, permet de prendre également ceci en compte, puisque si vous délocalisez, bon, cela peut vous permettre, si on ne prend pas en compte le scope 3, des résultats qui sont favorables pour votre entreprise, alors que volontairement, vous avez délocalisé. Moi, je vois, il y a des entreprises comme ça hein, dans le domaine de l'automobile ou bien dans le domaine de la sidérurgie qui volontairement ont délocalisé, qui ont permis d'avoir des résultats si on prend uniquement le scope 1 et le scope 2. Donc, nous avons souhaité quand même prendre en compte cela. Et puis, donc, cela permet aussi d'éviter le greenwashing. Hein. Quand on lit donc, les rapports annuels de la plupart des grandes entreprises, on dit, tout le monde vous dit donc on est les meilleurs, on s'engage pour l'environnement, voilà ce qu'on fait, etc. D'ailleurs, si je prends par exemple le rapport annuel de Total Energy, je lis donc la partie environnementale de ce qu'elle dit. C'est exactement la même chose que ce que dirait Michelin ou ce que dirait ArcelorMittal donc, il y a beaucoup de greenwashing. Moi, je pense que le fait de prendre le scope 3, donc le fait qu'on prend tout ce qui se passe en amont et en aval, permet vraiment de voir donc, la totalité de la contribution au niveau du climat de l'entreprise en question, surtout quand c'est une grande entreprise. Maintenant, c'est vrai que cela peut se discuter.
D'accord. Donc ça sert à rien d'avoir le Merci meilleur pour... process si en amont on a choisi des fournisseurs. D'ailleurs, Refinitiv fait cela, hein. Donc, les données de Refinitiv prennent en compte cela. Hmm. Merci beaucoup pour cet échange. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée pour Ananda? Euh, Moi, ce que je voulais voir un petit peu avec vous aussi, c'est, vous l'avez évoqué, mais c'est tellement riche que vous n'aviez pas le temps de développer chaque point, hein. Je pense que les indices que vous proposez, finalement, ont une pertinence en termes de comparabilité aussi. En réalité, une fois qu'on a pris une méthode, on se tient à cette méthode et après, on va effectuer des comparaisons. Donc, vous avez évoqué la question de l'externalisation de certaines activités qui permet de réduire le scope 3 de façon artificielle, hein, enfin, en tout cas de donner des indicateurs a priori de meilleur niveau, mais c'est quelque chose d'assez artificiel. Vous avez aussi évoqué une étude que vous avez réalisée montrant un lien positif avec la dimension financière. Est-ce que vous pouvez juste en quelques mots nous préciser ces aspects-là? Est-ce que par rapport à l'étude que vous avez effectuée et les performances, entre guillemets, que vous avez observées en termes environnementaux, est-ce que vous avez une étude derrière qui montre qu'il va y avoir également une amélioration de la performance financière? Ça, c'est un gros sujet en sciences de gestion et on n'a pas eu aujourd'hui encore un éclairage vraiment radical qui nous dise oui ou qui nous dise non. On a des études qui sont parfois contradictoires. Alors, je n'ai pas fait l'étude là-dessus, donc j'ai fait la méta-analyse qui permettait d'établir ce lien entre la performance financière et la performance environnementale, mais dans mon étude, j'ai quand même donné des explications à un certain nombre de théories venant, par exemple, le stakeholder theory, qui explique que les entreprises qui s'engagent dans la performance environnementale donc, vont améliorer leur réputation. Et en améliorant la réputation, il y a un certain nombre de consommateurs qui vont davantage s'orienter vers l'achat auprès de ces entreprises-là. Ces entreprises-là seront financées beaucoup plus facilement par un certain nombre d'institutions. Il y a ce type d'explication. Il y a aussi l'explication de la technologie. Les entreprises qui investissent dans l'environnement vont être obligées d'innover. Et cette innovation leur permet en fait, de produire plus avec moins, d'utiliser davantage, d'utiliser moins de ressources naturelles, moins de matières premières, moins d'électricité, et par conséquent, vont réduire leurs coûts. Donc l'amélioration de leurs coûts va leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs au niveau international, de générer davantage de revenus et de profits. Donc, il y a beaucoup d'explications, j'en mentionne que quelques-unes ici, qui expliquent pourquoi les entreprises qui investissent dans l'environnement vont mieux réussir, qui justifient cette relation entre la performance financière et la performance environnementale. Après, il y a des ONG qui surveillent de très près. Les grandes entreprises sont très, très bien surveillées par les ONG. Il suffit qu'un ONG comme Oxfam, par exemple, publie quelque chose sur Total, immédiatement, ça a un impact. Alors, Total, bon, c'est pas un bon exemple parce qu'on est forcément obligé d'acheter du pétrole. Mais si je prenais une entreprise dans le domaine de la consommation, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont conscientes de l'impact sur l'environnement et qui vont faire des choix en fonction de la qualité de l'entreprise. Si l'entreprise a une mauvaise réputation, et non, une mauvaise réputation, ça va très vite, hein. C'est difficile de construire une bonne réputation, ça prend du temps. Votre réputation peut être gâchée en 24 heures simplement parce il y a quelqu'un, ONG par exemple, qui a publié un article sur vous. Et si, par exemple, moi, ces données-là montrent qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas réussi du tout et ce n'est pas du tout en leur faveur. Donc, il y a pas mal de théories qui expliquent pourquoi il y a cette relation. Mais dans l'étude que j'ai faite, donc il y a, je sais pas, une dizaine ou vingtaine de pages que j'avais écrites, toutes ces théories, que je n'ai pas exploitées ici parce que, bon, je n'ai pas le temps. Et puis, c'est un peu plus lointain. Mais j'écris là-dessus, mais moi-même, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai dit ce que les autres ont dit, hein, ce que d'autres théoriciens. Oui, oui. En fait, je connais aussi cette littérature et je voulais savoir si vous l'aviez, vous, testé dans votre échantillon. Alors, on est à 10h14. Marie-Noëlle, tu as levé la main. Donc, si vous pouvez être rapide sur la dernière question et de façon à ne pas déborder. Et ensuite, ça sera à Grégory de présenter.
Oui. Marie-Noël, je En t'en fait, prie. je l'ai posé dans le chat justement parce que j'ai vu l'heure. Donc, c'est juste un problème de temporalité parce que quand on fait le lien entre la performance financière et la performance environnementale, évidemment, il y a peut-être un problème de temporalité parce que les choses, on mesure quasiment instantanément la performance financière, mais les effets des politiques vertueuses des entreprises sur le plan environnemental se diffusent et à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Absolument. Oui, cela avait été pris, j'ai pris un petit peu cela en compte dans l'étude. Ça veut dire que j'ai pris les résultats au niveau environnemental dans un délai de 3 ou 4 ans. Ça veut dire que j'ai pas pris la même année, donc la performance environnementale d'une année par rapport à la performance financière de la même année. Donc j'avais bien pris en compte ce décalage à l'époque. Mais je considérais en fait que l'étude, donc cette étude n'était pas complète, c'était juste un préliminaire, hein, pour justifier cette étude, pour dire que les entreprises avaient tout intérêt à s'engager dans l'environnement. Mais oui, vous avez absolument raison. Oui, c'est vrai que une entreprise qui investit dans l'environnement aujourd'hui, bon, ben, on ne peut pas mesurer sa performance financière la même année. Il y a bien un décalage. On est bien d'accord. Merci beaucoup pour cet échange et la richesse de votre travail, Ananda, qui est vraiment très, très intéressante. Alors,